Des progrès sans précédent dans la médecine, des gains en efficacité et même des emplois créés, l'intelligence artificielle est pleine de promesses, mais elle n'est pas sans risque. Coût environnemental, utilisation détournée. Cette semaine, on se demande comment relever tous ces défis. Je suis Solène Alifa et vous écoutez Les Faces cachées de l'IA, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, un ogre énergétique. En février dernier, la France organisait le sommet sur l'intelligence artificielle. Pour l'occasion, on avait sorti les grands moyens. Invitations de chefs d'État, de grands patrons, discours d'Emmanuel Macron sous le dôme du Grand Palais. Et le président de la République avait même un coup d'avance avec son interview réalisée sur France 2 la veille de l'événement. On annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Paris vient alors de lancer l'équivalent du Stargate américain, ce projet à 500 milliards de dollars dans l'IA, annoncé par Donald Trump le lendemain de son investiture. Du côté américain comme du côté français, l'argent doit notamment servir à construire des data centers, ces immenses centres de stockage de données indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle. En France, 35 sites ont déjà été identifiés par le gouvernement. Ces nouveaux centres suscitent beaucoup d'espoir, car entre les fournisseurs de matériaux, la construction des sites, les besoins pour les faire tourner, ils doivent notamment créer des emplois. Mais ces data centers ont des côtés bien moins réjouissants, épuisement des ressources en eau, pollution, manque de foncier disponible. Dans cet épisode, on explore les défis climatiques de l'intelligence artificielle. À l'Express, on a 2 journalistes qui ont beaucoup travaillé sur les enjeux énergétiques des data centers. J'accueille en studio Maxime Recoquillier du service Tech et Baptiste Langlois du service Climat. Bonjour à tous les deux. Bonjour Solène. Bonjour. Maxime, Baptiste, on avait déjà évoqué dans un précédent épisode la consommation d'énergie du numérique. Je vous propose de commencer par réécouter ensemble cet extrait. On utilise de l'énergie pour faire tourner les data centers, mais aussi pour la fabrication des appareils et leur utilisation. Donc tu vois, il y a la consommation d'énergie, c'est évident. Le numérique utilise beaucoup d'électricité, et de plus en plus parce qu'on est de plus en plus connectés. Et puis, dans ce calcul, il y a aussi un volet qui est celui des ressources minières, notamment l'extraction des terres rares. Cet épisode, il date de mars 2023, il y a 2 ans et demi, et à ce moment-là, on n'avait même pas évoqué l'intelligence artificielle. Non, et pourtant, cette intelligence artificielle risque de faire exploser notre consommation énergétique, car c'est une technologie beaucoup plus énergivore que ce qui existait jusqu'à présent. Et c'est notamment lié, en fait, à l'implantation de data centers. RTE, le gestionnaire du réseau français, estime que la consommation de ces data centers va donc passer de 10 TWh au début de la décennie à 15, voire 20 en 2030, puis ensuite entre 23 et 28 d'ici 2035. Pour faire une comparaison, c'est équivalent à la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage du secteur tertiaire de toute la France. Cette consommation, elle explose en France, mais aussi ailleurs dans le monde. En Irlande, par exemple, qui a déjà beaucoup de data centers sur son sol, en 2023, cette consommation de ces bâtiments a dépassé celle de l'ensemble des maisons en ville. Donc ça correspond à plus d'1/5 de l'électricité du pays. Alors, ces data centers, ils existaient déjà avant l'apparition de l'intelligence artificielle. Ils sont nécessaires pour les recherches sur Internet ou le streaming vidéo, par exemple. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Maxime ? À l'intérieur de ces data centers, c'est là que c'est intéressant, on a en fait des puces électroniques, des processeurs qu'on appelle des GPU, qui sont de plus en plus puissants en fait. C'est de la puissance de calcul pour pouvoir générer en fait les requêtes, par exemple à ChatGPT, qui sont de plus en plus complexes et qui demandent de plus en plus de calcul informatique. Donc ces GPU notamment, qui demandent beaucoup d'énergie et donc afin de les faire fonctionner, ils sont abrités dans des data centers dont on doit repenser toute la structure, voire même en construire de nouveaux. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent ces data centers pour qu'on comprenne mieux pourquoi ils ont besoin d'autant d'énergie? Le mieux, pour s'en rendre compte, Solène, c'est peut-être d'aller directement visiter un data center. Le plus grand de France se situe pas très loin d'ici, à la Courneuve, en banlieue parisienne. Vous avez toujours le téléporteur de la loupe? Oui, bien sûr, je le sors et je renseigne notre destination. Tout le monde est prêt? C'est parti. Nous voilà arrivés. Alors, je vois un immense bâtiment avec une forme circulaire. De loin, ça ressemble presque à un stade de foot. C'est vraiment très imposant. J'imagine, Baptiste, Maxime, que ça ne doit pas être évident de trouver des lieux disponibles pour construire ces centres.
Alors oui, en effet, il y a un gros enjeu autour de la disponibilité du foncier et de l'emprise physique que prennent ces centres. Le problème, c'est pas tant que l'IA nécessite des data centers pour fonctionner, mais si notre consommation d'IA explose, les data centers vont eux aussi se multiplier partout dans le monde, comme Maxime l'a évoqué un peu plus tôt. Donc pour l'instant, les data centers en France sont plutôt concentrés autour de Paris et de Marseille. Ils sont idéalement situés à des carrefours stratégiques de câbles de télécommunications. Mais s'il veut continuer à se développer, le secteur doit trouver de nouvelles destinations. Donc le gouvernement se tourne de plus en plus, par exemple, vers le Grand Est, qui est en plein renouveau industriel, qui est aussi idéalement situé entre Paris et l'Allemagne. Mais trouver de la place risque de rester un défi, surtout que dans plusieurs endroits, les projets se retrouvent souvent confrontés à des oppositions locales. On a donc déjà décelé une problématique avant même d'entrer dans le centre. Je vous propose maintenant qu'on pousse les portes de ce grand bâtiment. Alors là, on passe dans plusieurs sas de sécurité, puis on entre dans la partie informatique. Tu vois, c'est là qu'il y a tous les serveurs, il y en a beaucoup, près de 40 000 mètres carrés. C'est l'équivalent de 7 terrains de football à peu près. Et pour recevoir et stocker toutes les données qui arrivent, ces machines ont besoin d'énormément d'électricité. Surtout qu'il faut changer régulièrement ces serveurs, qui sont composés de terres rares et de métaux critiques, donc encore quelque chose qui alourdit la facture écologique. Et j'ajouterais aussi que le remplacement de ces serveurs crée également des déchets. Ces déchets sont recyclables, mais dans les faits, ils le sont vraiment très peu, moins de 20% selon l'ONU. Alors, on l'explique parfois parce que, en fait, on a du mal à identifier donc, tous les matériaux qui sont contenus dans ces appareils, soit parce que la fabrication est très complexe, on n'arrive pas à extirper tous ces matériaux, soit parce que les entreprises veulent garder aussi le processus de fabrication secret. Donc, récemment, on a écrit un article sur une étude faite par la start-up française Wasted, qui a fait des projections sur ces déchets. Donc de 200 000 serveurs livrés en 2025, on passerait à 11 millions en 2030, sachant qu'on renouvelle ces serveurs tous les 2-3 ans parce que la technologie évolue très vite. Donc c'est un vrai défi environnemental. L'empreinte carbone de ces déchets liés à l'IA générative pourrait passer d'un équivalent d'1 kilotonne CO2 à 49 en 2030. Donc pour te donner une idée, c'est presque 50 000 allers-retours Paris-New York en avion. Tous ces appareils autour de nous représentent donc de grands défis écologiques. On voit aussi beaucoup de tuyaux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y en a autant ? Alors oui, en fait, les serveurs produisent donc énormément de chaleur. Ils ont besoin d'un système de refroidissement. Donc plusieurs techniques existent, mais la plus utilisée fonctionne avec des circuits d'eau qui permettent de refroidir l'air à l'intérieur des data centers. Donc ça pose des questions d'exploitation de la ressource en eau. On a récemment interrogé une chercheuse en IA, la Canadienne Sacha Lucioni, qui parlait de la problématique comme étant la prochaine bombe dans le secteur. Les entreprises sont déjà massivement implantées là où ces ressources, donc l'eau et l'électricité, sont présentes en quantité importante, notamment en Virginie, aux États-Unis. Donc maintenant, comme ces endroits sont saturés, elles essaient de s'installer dans d'autres localisations. Donc par exemple, on peut citer le Chili, l'Inde, plus proche de nous aussi, l'Espagne. Effectivement, ça risque de créer de plus en plus de tensions dans les territoires avec des problèmes d'accès à l'eau. Le foncier, l'eau, l'électricité, ces data centers soulèvent donc beaucoup de problématiques. Je vous propose de retourner dans le studio de La Loupe pour se demander si nous avons les moyens de faire face à ces défis. Nous voilà, chers auditeurs, de retour dans les locaux de l'Express. Je suis toujours avec les journalistes de la rédaction qui se sont penchés sur l'impact environnemental de l'IA. Maxime, Baptiste, vous m'avez donc expliqué que l'intelligence artificielle demandait énormément d'eau et d'électricité. On a cité quelques chiffres, mais il y en a un dont on n'a pas encore parlé. Une simple requête sur ChatGPT réclamerait 2,9 Wh d'électricité, c'est-à-dire, d'après l'Agence internationale de l'énergie, 10 fois plus qu'une recherche Google. On se doutait que tu allais nous parler de ce chiffre, Solène, mais justement, si on ne l'a pas cité plus tôt, c'est parce qu'il faut s'en méfier. Il est potentiellement sous-estimé. C'est ce que nous expliquait notamment la chercheuse canadienne Sacha Lucioni, qu'on a mentionné. En fait, on ne sait pas concrètement ce qu'il se passe derrière l'interface de ChatGPT. Ces recettes sont vraiment secrètes. On sait que les grands groupes d'IA utilisent une technologie qui s'appelle le Mixture of Experts. Et donc, s'ils utilisent cette infrastructure, ils consomment beaucoup plus d'énergie. Le Mixture of Experts, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la manière qu'ont des intelligences artificielles d'utiliser en fait plusieurs modèles au lieu d'un pour répondre aux demandes des internautes. Par exemple, si j'ai une demande plus professionnelle, si j'ai une demande plus personnelle ou toute autre chose, l'IA va choisir en fait le meilleur modèle en fonction de ma demande. Donc ça peut être 1 ou 2 modèles, voire 3 modèles à la fois, pas forcément beaucoup plus, mais du coup, si on ne sait pas lequel ou lesquels sont utilisés et à quel moment, il est difficile d'avoir des estimations précises sur la consommation énergétique. Mais comment on explique que les
chiffres ne soient pas fiables comme ça? En fait, il est assez compliqué de se rendre compte de la consommation énergétique des entreprises, tout simplement parce qu'elles ne sont pas transparentes elles-mêmes sur leurs chiffres. Déjà, pour ne pas s'exposer, on sait par exemple qu'un Google a augmenté donc son empreinte carbone de 48% ces 5 dernières années. Mais récemment, donc une entreprise a décidé de jouer la carte de la transparence. Il s'agit de la start-up française Mistral. Elle a publié une étude avec l'ADEME et Carbone 4 sur son impact environnemental. On te l'a ramené en studio si tu veux qu'on l'analyse ensemble. Alors j'ouvre le rapport et je vois qu'il est d'abord question de l'entraînement du modèle Mistral Large 2. Oui, il faut préciser qu'il y a deux types de phases qui demandent de l'énergie pour les IA. D'abord celle de l'entraînement du modèle où il ingère toutes les données, puis la phase d'utilisation ou inférence, donc quand des personnes comme toi et moi font des requêtes sur des chatbots, comme ChatGPT par exemple. Et donc tu vois que dans le cas de Mistral, 86% de l'impact carbone s'explique par de l'électricité nécessaire à la phase d'entraînement. Ça représente 20,4 kilotonnes équivalent CO2, c'est-à-dire l'équivalent cette fois de 3375 trajets en avion autour de la Terre. Et qu'en est-il alors pour la phase d'utilisation ? Pour l'instant, ce n'est pas le plus gros de la consommation énergétique de l'IA, mais ça va forcément représenter une part croissante, voire à terme majoritaire, avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de requêtes. Donc à la page suivante du rapport est aussi évoqué le sujet de l'eau, dont on a déjà parlé avec Baptiste. La consommation du modèle Mistral Large 2 est estimée à 281 000 mètres cubes, soit environ 75 piscines olympiques. Donc depuis son lancement, il y a un peu plus d'1 an et demi. Et chaque réponse de Mistral générerait 1,14 g de CO2 et 4,5 centilitres d'eau. Alors, je vois aussi que l'étude prend en compte les data centers de Mistral à l'étranger pour compter son empreinte carbone, mais il est précisé que l'impact environnemental baisserait de 73% si la start-up utilisait le mix énergétique français. Oui, et c'est d'ailleurs un atout mis en avant par Emmanuel Macron. La France produit beaucoup d'énergie nucléaire, donc de l'énergie bas carbone. C'est un moyen de limiter le CO2 généré à cause de l'IA. Mais il se pose aussi une question sur les énergies renouvelables, parce que le problème du solaire et de l'éolien, c'est qu'ils sont intermittents, alors que les data centers ont besoin d'énergie 24 heures sur 24. Et si on se concentre sur le nucléaire, est-ce que la France en aurait suffisamment pour absorber toute la demande ? Le gestionnaire RTE dit que oui. Donc, il est vrai que la France produit beaucoup d'électricité, et c'est pas le cas de tous les territoires, mais même pour notre pays, ça reste difficile à prévoir à cause de la difficulté à estimer les besoins réels, comme on l'a expliqué précédemment. Par le passé, on a déjà vu plusieurs nouvelles technologies se développer, de plus en plus énergivores. Donc, par exemple, l'essor des réseaux sociaux, du streaming vidéo ou du cloud. Et un historien des sciences et techniques nous expliquait aussi que les opérateurs dans les data centers ont toujours été surpris par l'augmentation du nombre de données et qu'en général, les prévisions sous-estimaient les besoins et qu'il avait fallu bricoler pour adapter les bâtiments. Et surtout, donc, même si la France a l'avantage d'avoir de l'énergie bas carbone, l'IA reste une course au niveau mondial. Donc on sait que plusieurs pays vont alimenter, quant à eux, leurs data centers avec du charbon, voire du gaz. Donc aux États-Unis, il y a déjà des problèmes avec cela. Et donc au-delà d'avoir de l'énergie nécessaire, se pose aussi la question de choisir où on décide donc de mettre de l'énergie. Se servir de l'électricité pour de l'IA, c'est peut-être aussi moins l'utiliser pour électrifier les transports, par exemple. Il faut donc réfléchir à quel usage de l'IA nous voulons avoir. Ce sont des choix politiques à faire pour l'avenir. Il reste donc difficile d'évaluer précisément combien l'IA va demander en termes d'énergie, mais on peut déjà dire que les besoins en eau, en électricité et en foncier risquent d'exploser. Alors comment trouver des solutions dans un contexte d'urgence écologique ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans la dernière partie de ce podcast. Maxime, Baptiste, je vois que votre collègue HorrorGate, avec qui on a réalisé nos 2 premiers épisodes, vous a prêté sa boîte à solutions. Alors, je prends un premier papier à l'intérieur. Vous avez écrit dessus « Transparence ». Oui, comme on l'a dit, les entreprises ne communiquent pas assez sur leurs chiffres. Donc, mis à part Mistral et alors récemment, OpenAI a aussi donné quelques chiffres, mais n'a pas apporté foncièrement de preuves. Cela permettrait de beaucoup mieux se rendre compte de leur impact sur l'environnement, de réfléchir à des solutions et surtout de prévoir l'énergie qui sera nécessaire donc pour faire fonctionner les IA. Pour inciter à cette transparence, déjà, il peut y avoir une demande des consommateurs de connaître l'empreinte carbone des IA. Ensuite, les entreprises peuvent être poussées aussi à plus de transparence une fois que
quelqu'un montre l'exemple, donc on a parlé de Mistral, mais il y a aussi des textes réglementaires qui pourraient obliger les entreprises à communiquer sur leurs chiffres. Je pense à la directive européenne qui leur impose de publier chaque année des informations sur leur performance énergétique. Alors ça, c'est plutôt sur le volet électricité, et qu'en est-il sur la problématique de la consommation d'eau ? Là-dessus, pareil, il faudrait plus de transparence. Les grandes entreprises assurent qu'elles s'emparent du sujet, avec parfois de grandes promesses, notamment d'être water positive d'ici 2030. C'est un peu le même concept que la compensation carbone. Elles veulent consommer moins d'eau qu'elles n'en réapprovisionnent ailleurs, mais c'est un concept assez flou. Je sors maintenant un deuxième papier. Alors, lequel de vous deux a écrit Innovation ? C'est moi, Solène. Donc je t'explique. En fait, il y a plusieurs solutions techniques plus ou moins abouties pour que les data centers soient moins énergivores. Puisqu'on parlait de l'eau, on pourrait déjà utiliser de l'eau de moindre qualité ou réutiliser, c'est-à-dire de l'eau qui ne soit pas potable, en somme. En France, les nouveaux data centers fonctionnent en circuit fermé, donc ils ne consomment pas tant d'eau que ça. On peut aussi tenter de refroidir seulement les serveurs en les plongeant dans les liquides non conducteurs, plutôt que de refroidir des pièces entières. Et autre innovation également, se servir de la chaleur produite par les data centers pour chauffer des bâtiments, voire des quartiers. En février dernier, le sénateur socialiste David Ross a déposé une proposition de loi pour imposer la réutilisation de chaleur générée pour les infrastructures publiques. Pour l'instant, on peut par exemple citer la piscine olympique de Saint-Denis, qui est chauffée par un data center. Mais malgré toutes ces innovations, ces solutions moins énergivores et des gains d'efficacité qui peuvent être effectués à certains endroits, la demande risque de continuer à augmenter, et donc les besoins énergétiques aussi. Au début de l'épisode, on parlait des déchets que génère l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, il y a des solutions pour mieux les recycler ? Oui, cela pourrait même représenter une vraie opportunité pour l'Europe. Ce n'est pas elle qui a le plus gros gisement de déchets électroniques, mais elle a de gros atouts, car en fait, l'Europe a d'importants acteurs du traitement des déchets, notamment en France, on peut citer Suez, Veolia ou Paprec, et puis aussi un cadre réglementaire assez clair. Alors, je reprends l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure de la start-up Wasted. Donc, elle estimait que pour un data center d'environ 3500 serveurs, donc un data center moyen, la gestion des déchets pourrait générer plus de 150 000 euros par an. Donc, c'est pas négligeable. En plus, du coup, ça pourrait résoudre certains problèmes d'approvisionnement en métaux critiques et en terres rares qui composent parfois ces équipements électroniques. Et en plus, dans un contexte géopolitique assez critique pour l'Europe, la Chine, qui possède beaucoup de ses ressources en métaux critiques et en terres rares, s'en sert comme moyen de pression actuellement. Donc recycler le cuivre, les terres rares, c'est un peu allier souveraineté énergétique, urgence écologique et donc opportunité économique. Alors, il nous reste juste 2 derniers papiers, un sur lequel il est écrit « décentralisé ». Oui, les entreprises ont tendance à se concentrer sur des territoires, on l'a vu avec notamment Paris et Marseille, et aussi faire d'immenses data centers, car c'est plus économique de gérer ces groupes de GPU ensemble. Mais mieux répartir ces data centers poserait forcément moins de problèmes d'aménagement du territoire, mais aussi de disponibilité d'énergie et d'autres sujets. Et sur le tout dernier papier, vous avez noté « usage raisonné ». Oui, parce qu'avoir un usage raisonné de l'IA participera aussi à rendre cette technologie plus viable dans le temps. L'idée, c'est que chacun utilise un modèle d'IA adapté à ses besoins et n'en abuse pas par des requêtes pour tout et n'importe quoi. On va donc continuer à utiliser l'IA avec modération. Merci beaucoup Baptiste et Maxime d'être venus nous éclairer sur les conséquences environnementales de l'intelligence artificielle et sur les solutions qu'on peut envisager. À bientôt. À bientôt, Solène. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de notre série sur les défis de l'intelligence artificielle. Vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube ou sur l'express.fr. Les faces cachées de l'IA est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros avec Charlotte Baris.